Bonjour, Christian Montet, vous êtes directeur d'Atout France. Depuis combien de temps d'ailleurs? 7 ans, depuis la création d'Atout France. 7 ans de combien de ministres? Euh, Depuis que la création d'Audit France, parce qu'avant Atout France, il y avait Audit France, que j'avais contribué à créer, 11e ministre avec Jean-Marc Ayrault. Et le meilleur? Pour moi, le meilleur, parce que c'est celui qui avait le plus d'expérience, plus de poids, plus de compétences, plus de pouvoir aussi. Numéro 2 du gouvernement, c'était Fabius. Fabius, oui. Laurent Fabius s'est beaucoup investi, il a mis toute sa compétence au service du tourisme. Ce qui est étonnant chez vous, c'est que vous avez eu des ministres de droite, des ministres de gauche. Oui. Quel a été le plus inexistant? Alors, beaucoup ont manqué de moyens, tous ont cherché à s'investir très objectivement et sincèrement. Je les ai trouvés chacun dans leur style, chacun et chacune dans leur style compétent, avec leur propre politique, mais beaucoup ont manqué de moyens. Hervé Novelli s'est beaucoup investi. Je crois qu'il nous a doté d'une réforme qui était nécessaire, qui est la loi Novelli, de modernisation des services touristiques. Bon, il a eu le mérite de me nommer aussi, ça c'est plutôt bien. Mais j'ai trouvé chez eux une envie de faire pour le tourisme qui était tout à fait louable, mais avec des fortunes diverses. Quand je vous écoute d'ailleurs, je vois que certains guides, des mauvaises langues évidemment, des mauvaises langues qui vous traitent de Talleyrand du tourisme, vous savez très bien naviguer entre vos ministres de gauche et vos ministres de droite. En réalité, c'est un compliment qui m'honore, parce qu'évidemment, Napoléon disait de Talleyrand, c'est de la merde dans un bas de soie. Ouais. Et je n'ai pas de bas de soie. Ouais. Mais ce que je voudrais dire, sans trêve de plaisanterie, c'est que Talleyrand, il a traversé plusieurs régimes. Moi, j'ai traversé qu'un régime, la République. Parce que derrière tous ces ministres, il y a quand même la République et un secteur, le tourisme, qui n'est pas forcément clivant. Il n'y a pas encore eu pour le moment une politique de droite et une politique de gauche dans le tourisme, avec des fortunes diverses, mais pas spécifiquement de gauche ou de droite. Donc je pense que ce qui m'a aidé, c'est aussi ça, c'est ce contexte. Quelle est, d'après vous, la situation pour la prochaine saison pour la France? Après le discours d'Obama, par exemple, qui a dit qu'il demande aux Américains de ne pas aller en Europe. Alors préoccupante, j'allais le dire, c'est vrai, vous avez raison Pierre. Préoccupante pour l'Europe d'abord. L'émission de touristes japonais vers l'Europe, c'est moins 30, vers la France, c'est moins 40. Donc l'Europe est concernée aussi. Donc la situation est préoccupante pour la France. On a moins 25, quelquefois moins 30 dans le haut de gamme à Paris. C'est moins 20 aussi sur la Côte d'Azur pour le moment, parce que c'est la grande clientèle internationale qui est intéressée par la Côte d'Azur. Ailleurs en France, ça se maintient et même quelquefois c'est un peu à la hausse. Là, je rentre de Biarritz et les résultats pour Pâques étaient excellents. Mais on a un décrochage de Paris. Pourquoi les agents de voyage, d'après vous, vu cette situation qui est inconfortable en ce moment sur tous les marchés d'ailleurs, pourquoi les agents de voyage ne font pas plus de réceptifs? Ben, ils devraient en faire puisqu'on a par exemple des produits à forte valeur ajoutée comme le no-tourisme, le vinotourisme, la découverte des vignobles qui plaisent beaucoup aux étrangers. Là, on a un potentiel avec 17 vignobles, un produit qui s'est amélioré, une offre qui est vraiment de grande qualité. Et je pense qu'ils auraient intérêt à se positionner sur des filières, des produits à forte valeur ajoutée. Le ski, le no-tourisme, évidemment les séminaires, les événements, le tourisme culturel de haut niveau, les événements culturels aussi. Et je trouve qu'il faudrait qu'on les invite à s'intéresser davantage, évidemment, aux réceptifs. Et vous faites un effort vis-à-vis des agents de voyage? Ah ben nous les recevons, par exemple, à Rendez-vous en France la semaine prochaine. Il y a une centaine d'agents de voyage français qui ont compris, qui viennent, qui savent sélectionner des produits. Et il ne peut pas y avoir, comment dirais-je, des agents de voyage dans le centre de la France qui font rencontrer des Français, un côté humain en dehors des musées, ce que ne font pas les syndicats d'initiative. Exactement. Ce que cherchent les visiteurs, les voyageurs, c'est des rencontres et avec beaucoup de sincérité si possible, avec le monde des savoir-faire, des artisans d'art, des chefs, cuisiniers par exemple, des agriculteurs aussi. L'agritourisme, c'est très très intéressant. Donc il y a une recherche d'expérience exceptionnelle qu'on peut trouver en Auvergne, par exemple, et qu'on trouve un peu partout en France. Dites-moi, vous annoncez que nous sommes effectivement la première destination touristique mondiale. En revanche, en recettes touristiques, on arrive derrière les États-Unis et l'Espagne. Et même la Chine. Et même la Chine. On est quatrième. Ah bon? En recettes.
Et alors, pourquoi ce déficit de recettes? Il y a deux raisons. D'abord parce qu'une partie des 85 millions, 15 millions environ, c'est du transit, alors qu'ils descendent au moins une nuit dans un hébergement marchand à l'hôtel par exemple. Si ce transit, on les appellerait des week-ends, on serait quand même content de les S'il avoir. n'y avait pas les transits, on serait en dessous du chiffre en question. Oui, sauf que du coup, ça ferait monter le panier moyen par touriste. Parce que si vous retirez ces 15 millions, la dépense par touriste et par jour augmente mécaniquement. Donc on serait en recette par touriste plus élevée. En recette globale, ça descendrait, mais en recette par touriste plus élevée. Et donc c'est assez relatif. La deuxième raison, il faut savoir qu'on est la seule grande destination parmi toutes les grandes destinations touristiques du monde qui voit son offre hôtelière se rétracter. À part les grandes villes, on constate des investissements importants dans l'hôtellerie. Ailleurs, l'offre hôtelière se rétracte. Petites villes, villes moyennes, campagne, montagne, littoral. Les chambres d'hôtes augmentent. Le Airbnb, les chambres d'hôtes augmentent, mais ne compensent pas les offres hôtelières. Les mises en marché, on les réalise plus facilement avec une offre hôtelière. On attire les grands événements avec une offre hôtelière. Par exemple, la candidature de Paris aux Jeux Olympiques, l'exposition universelle. Le Tour de France a besoin d'offres hôtelières. Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, me disait l'autre jour, mon problème à moi, c'est que dans quelques années, le parcours du Tour sera toujours le même, parce qu'on ne trouve pas suffisamment d'offres hôtelières dans les villes-étapes pour accueillir une caravane de plusieurs milliers de personnes. Donc ça veut dire que les Français investissent plus dans l'hôtellerie. Ça veut dire qu'on n'investit pas suffisamment dans l'hôtellerie. Et pourquoi les étrangers investissent dans les palaces? Parce qu'il n'y a pratiquement plus un palace qui soit propriétaire par la propriété de Français. Il faut croire que ça rapporte. D'abord, ils croient dans la destination. La France est attractive en termes d'investissement, contrairement à ce que beaucoup disent, la France est attractive. Et deuxièmement, ils ont peut-être un modèle économique exotique. Pas eux, ils ne sont pas exotiques, mais le modèle économique de l'hôtellerie, avec un patrimoine très très cher, une exploitation qui ne rembourse pas le patrimoine, est un peu spécial. Eh bien, merci Christian Mantilly d'avoir répondu à Brut de Pierre. Et je remarque d'ailleurs que vous avez fait des réponses qui n'étaient pas trop tièdes. Merci Pierre de cette bonne note.